Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit. Vous regardez Mythologix. Lorsqu'on cherche à créer un récit fantastique, on peut le commencer de mille et une façons, proposer une infinité de décors. Mais il faut faire en sorte que quand on va résumer votre histoire pour la présenter, vous ayez encapsulé dans ce résumé lapidaire quelque chose qui fasse rêver. Cette promesse initiale est capitale, c'est elle qui attirera les curieux vers votre œuvre. Faudra-t-il explorer un vaisseau abandonné au fin fond de l'espace, gravir une montagne pour y jeter un anneau maudit, terrasser un minotaure au fin fond d'un labyrinthe? Selon le genre de votre fiction, les propositions pourront varier, mais à chaque fois, il faudra parvenir à créer cette excitation mêlée de peur, de celle qui vous aspire dans les grands récits. C'est ce qu'on pourrait nommer l'appel de l'aventure, un souffle mythique et épique entourant la quête d'un mystère caché aux yeux du monde, mais qui pourtant vous appelle, vous et vous seulement. Cette promesse d'aventure doit être si forte qu'elle accrochera quiconque jusqu'aux derniers instants du récit. Et voici l'invitation inédite qu'a reçue le public en août 2007, lorsque le jeu BioShock est enfin rendu disponible. Imaginez, vous vous trouvez dans un avion fragile qui survole l'Atlantique, et pour une raison inconnue, ce dernier s'échoue subitement en plein océan. Alors que sa carcasse s'enfonce dans les ténèbres marines, vous surnagez au milieu des flammes qui dansent sur les nappes de kérosène. À votre grande stupeur, juste devant vous se dresse un phare majestueux, aux portes finement décorées. Alors que vous pénétrez dans l'étrange édifice, un buste en bronze vous accueille, et vous descendez quelques marches pour découvrir une sorte de bâtisphère qui semble conduire sous les eaux. Alors que vous vous enfoncez sous la surface, un petit film se lance et une voix se fait entendre. C'est celle d'un certain Andrew Ryan. Médusé, vous l'écoutez tenir un discours étrange qui semble indiquer que vous allez pénétrer dans une cité sous-marine cachée aux yeux de tous. Et c'est ainsi que vous découvrez la légendaire cité de Rapture. L'arrivée sur la ville est un de ces moments mythiques du jeu vidéo, un moment où l'appel de l'aventure s'est fait le plus vertigineux. Mais ce que vous allez découvrir dans une poignée de secondes, c'est que la ville d'Andrew Ryan s'est transformée en un sombre cauchemar dystopique, où tous les dangers vous attendent. Le premier titre, sorti en 2007, est un tour de force, une leçon de narration environnementale et d'immersion rarement égalée à l'époque de sa sortie. Avant de créer BioShock, l'éminence grise du jeu, un certain Kenneth Levin, fonde Irrational Games et y réalise notamment System Shock 2, qui annonce déjà beaucoup des concepts de la saga. Entouré d'une équipe surdouée et créative, Levin va pouvoir donner vie à une vision très ambitieuse, celle de créer une ville sous-marine crédible et de raconter une histoire profonde et culte, le tout dans le cadre d'un jeu de tir qui doit être jouissif et mémorable. La saga comprend à ce jour 3 titres et 2 véritables DLC, des aventures additionnelles liées à certains titres. Ainsi, on trouve BioShock, sorti en 2007, BioShock 2 en 2010, qui se déroule également dans la cité sous-marine de Rapture, et enfin BioShock Infinite, qui dévoile un univers totalement différent au premier abord, puisqu'il nous présente la ville de Columbia, incroyable complexe de cités flottantes qui se cache au-dessus des nuages. On découvrira au final que les 2 villes de la saga partagent une mythologie commune et des personnages traversants. L'intrigue qui traverse l'intégralité de la saga est beaucoup trop dense pour être étudiée en détail. Avec plusieurs centaines de personnages cités, il est impossible d'en faire le tour de façon concise. Mais il est indispensable d'en explorer les trames scénaristiques globales, car ce qui est le plus fascinant avec BioShock, c'est de voir la mythologie qu'ils avaient en tête au départ, pour ensuite s'émerveiller devant le génie avec lequel ils l'ont mise en scène. Si Rapture a été construite 50 ans après Columbia, c'est pourtant elle qu'on découvre en premier. Cette cité sous-marine colossale est le fruit d'une vision, celle d'Andrew Ryan, un immigré russe ayant fui la dictature communiste et qui débarque aux États-Unis, où il fait fortune dans l'industrie. Mais il déchante vite devant ce qu'il estime être un frein à l'émancipation libérale qu'il appelle de ses vœux. Il veut libérer l'homme de l'Église, de l'État et des syndicats qu'il voit comme des parasites. Ryan est mégalomane et richissime, et il entreprend en secret de bâtir une ville qui serait libérée de toutes ses contraintes, et où l'élite scientifique et artistique pourrait donner libre cours à sa créativité. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu,
Plusieurs événements vont causer la chute de Rapture. Élitisme social qui va creuser les inégalités, développement du marché noir et de la criminalité. Mais c'est la découverte de l'Adam qui va tout changer. Cette substance est au cœur même du gameplay et du scénario. Alors que la ville commençait à prospérer, une des docteurs de Rapture, le docteur Bridget Tenenbaum, remarqua qu'un docker, anciennement handicapé de la main, en avait retrouvé le plein usage. Il expliqua s'être fait mordre par une limace de mer en déchargeant la pêche. Après quelques recherches, la scientifique découvre que les limaces produisent une substance aux propriétés incroyables, qu'elle appellera Adam. Très vite, on découvre que l'injection de ce produit est capable de modifier notre agencement génétique de façon à offrir des pouvoirs incroyables, comme la télékinésie, ou encore la production de feu ou de glace. Les plasmides remplis d'Adam vont devenir une drogue pour la plupart des occupants de Rapture, jusqu'à ce qu'il y ait un problème d'approvisionnement. On cherche alors un moyen de produire en grande quantité la substance tant convoitée. Tenenbaum découvre qu'en plaçant une larve dans l'intestin de fillettes, on peut en produire 30 fois les proportions initiales. C'est ainsi que furent créées les petites sœurs. Très vite, l'addiction grandissante de la population à l'Adam mit les fillettes en danger. Et c'est ainsi que furent créés les protecteurs, ou Big Daddies. Plus tard, Ryan fera même des petites filles l'emblème marketing de l'Adam, les distributeurs de plasmides étant à l'effigie de ces glaneuses, comme on les appelait. Mais cela ne suffit pas, et devant la pénurie grandissante et le nombre croissant de chromosomes, des gens ayant tellement consommé d'Adam qu'ils se sont mués en abominations génétiques, il est décidé de récupérer de l'Adam directement sur les cadavres. C'est pourquoi on croise dans les niveaux des petites sœurs et des protecteurs en train de ponctionner la substance sur les dépouilles des chromosomes. Dans ce contexte, la convoitise et les trahisons entre puissants vont transformer cette cité soi-disant idéale en parfait cauchemar. En jeu, on incarne un certain Jack qui débarque dans cette histoire sans savoir que son destin l'attendait au fond des eaux depuis sa naissance. En ce qui concerne Columbia, la ville décor de BioShock Infinite, la genèse est différente. À la fin du 19e siècle, le gouvernement américain fit construire une cité volante, grâce à une technologie antigravitationnelle. Le but de cette prouesse était de représenter la grandeur américaine et ses valeurs, afin d'en propager le message de par le monde et la voie des airs. La gestion de la ville fut confiée à un dignitaire religieux, appelé Zachary Hale Comstock, un illuminé qui va très vite prendre son indépendance. La ville va finalement faire sécession et disparaître dans les airs sans qu'on puisse en retrouver la moindre trace. Vous incarnez le détective Booker DeWitt, un privé criblé de dettes qui, pour éponger son ardoise, doit fouiller Columbia afin d'y trouver une certaine Elizabeth, captive du père Comstock. Les événements de BioShock Infinite nous montreront qu'il existe en fait plusieurs lignes temporelles avec des destins alternatifs, mais nous y reviendrons plus tard. Ce ne sont ici que des résumés volontairement lapidaires des intrigues, mais les 3 titres nous feraient presque oublier que ce sont des jeux de tir, tant le récit qui les traverse est dense et riche, tant c'est ce qui finit par nous hanter, bien après avoir terminé l'aventure. Les scénarios sont traversés de twists et de renversements scénaristiques forts, d'ennemis insoupçonnés et de faux semblants, et votre personnage lui-même est souvent ignorant des grands secrets qui le concernent. Pour raconter l'intrigue dans un jeu vidéo, on a souvent recours à des méthodes cinématographiques, comme le dialogue ou la cinématique, mais ce sont des techniques qui vous obligent à poser la manette, et qui peuvent donc mettre à mal votre total investissement dans l'histoire. Tenter de contourner ces procédés, c'est l'idée fondamentale qui structure tout BioShock. Tout ce qui empêche l'immersion doit être éliminé. Le joueur doit se sentir libre et acteur à chaque instant. Ainsi, au lieu de dialogue, le jeu nous raconte son histoire par le biais d'audiologues. Nommés AccuVox à Rapture et Voxophone à Columbia, ils prennent l'apparence de petits magnétophones disséminés dans les niveaux et jouent un enregistrement sonore lorsqu'on les active. Ces pistes peuvent révéler des informations nécessaires pour avancer, comme un code, mais le plus souvent, ces témoignages nous aident à comprendre l'histoire des lieux qu'on parcourt, voire la cause du décès des cadavres que l'on croise. Sans compter ceux des DLC, on trouve 122 audiologues dans BioShock, 129 dans BioShock 2 et 81 dans Infinite, ce qui nous donne 332 fragments audio, que se sont partagés 34 acteurs différents, dont Ken Levine lui-même. Leur interprétation très convaincante nous fait plonger dans l'intimité et les dilemmes des personnages dont nous n'avons pourtant qu'une trace sonore. On peut marcher ou se battre en les écoutant, ils n'interrompent pas l'action. Et c'est un tour de force de réussir ce type d'écriture, éclatée, cachée et morcelée, car vous prenez le risque de perdre certains joueurs. Vous devez écrire des fragments d'histoire qui ont une valeur informative en eux-mêmes et qui doivent en plus avoir du sens si on parvient à les assembler avec les autres pièces du puzzle disséminées dans le décor. Une telle répartition de l'intrigue offrira à ceux qui cherchent activement à comprendre une vraie récompense en termes de lore et d'intrigue. Ils sont une des raisons pour lesquelles on explore inlassablement chaque recoin des niveaux, parfois labyrinthiques, de la saga.
découvrir un bout de l'intrigue est comme une récompense, qui donne à chaque information une valeur de trésor. De plus, la multiplicité des profils et des témoignages donne du corps aux 2 villes traversées, car encore plus que les bâtiments, ce sont surtout les histoires de ses habitants qui font l'aura d'une ville. Les références qu'ils font entre eux, l'histoire de la ville qu'ils racontent, les enjeux et les secrets qu'ils dessinent. Toute l'intrigue passe par ces bribes de savoir que vous récoltez tel un apiculteur. Cet amour pour les narrations puzzle sera même confirmé avec l'apparition d'un ARG entre BioShock 1 et 2. Un ARG est un Alternate Reality Game, un jeu d'enquête fictif qui se fait d'abord passer pour quelque chose de réel. Des internautes découvrent des éléments étranges sur le net et grâce à une enquête collaborative et à l'intelligence collective, mettent au jour la vérité. Tout n'était en fait qu'un jeu promotionnel censé annoncer une œuvre à venir. Ce type de marketing viral n'est pas nouveau. Lost avait fait cela avec la Lost Experience, Shadow of the Colossus également avec son blog Giantology. Pour BioShock, l'ARG se nomme There is Something in the Sea et traite d'enlèvements mystérieux de petites filles dont la trace disparaît au fond des océans. Cette enquête annonce les événements du 2e opus, ainsi que l'histoire des grandes sœurs qu'on y affronte. Ce type de campagne montre généralement de la part du studio un amour pour l'enquête et le mystère, une envie d'inclure le joueur dans un travail de déduction. Dans les jeux, puisque la majeure partie de l'intrigue se joue dans ces témoignages, la force de celle-ci tient dans la galerie de portraits qui nous est offerte. Rien que pour Rapture, si l'on additionne tous les jeux, on approche des 300 personnages. Même si les audiologues des habitants plus quelconques sont toujours passionnants et riches en informations, ce sont ceux des protagonistes qui sont les plus marquants. En recrutant des profils à même de servir sa vision et d'assurer la grandeur de sa cité, Ryan a aussi provoqué sans le savoir sa propre chute, car tout le monde va plus ou moins devenir fou. Andrew Ryan a invité l'élite de la surface dans le domaine des arts, de la science ou de l'entreprise. Voici d'ailleurs les mots précis de Ryan quand il décrit Rapture dans son discours d'accueil. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. C'est donc sans surprise qu'on trouve des artistes comme Xander Cohen ou Anna Culpepper, censés faire vivre les arts dans ce nouvel Eldorado, ou encore des manias de l'industrie, comme Ryan, Augustus Sinclair ou Gilbert Alexander, qui ont permis la réalisation d'une prouesse industrielle telle que Rapture. On trouve aussi des membres de la pègre dans cette cité élitiste où tout se monnaie et où les objets de contrebande de la surface se vendent à prix d'or. On pense à des personnages comme Wilkins, ou plus encore à Frank Fontaine, le manipulateur. En revivant la grandeur et la décadence de ces figures iconiques au travers de leurs pensées intimes, on comprend pourquoi Rapture fut si captivante et pourquoi elle est devenue si dangereuse. C'est principalement le fait des soi-disant visionnaires qui ont créé les 2 villes, comme Ryan ou Comstock, ou bien encore à des spécialistes d'un domaine qui ont dévié vers une pratique horrible de leur talent. On pense à Xander Cohen qui a fini par faire des sculptures avec ses victimes, ou encore à Steinman, le chirurgien esthétique, qui, amené sur Rapture pour offrir aux habitants le nec plus ultra de la beauté plastique, finit par les défigurer au scalpel. Ces lieux insulaires, de fait coupés du monde, qu'ils soient dans les airs ou au fond des eaux, finissent à terme par éloigner leurs habitants des terres de la raison. Cette vision de grandeur qui entend s'extraire du commun des mortels pour créer une sorte de bulle finit très vite par sentir le renfermer. C'est vrai avec le libéralisme sans entrave de Rapture, mais sans doute encore plus vrai avec l'idéologie prônée par Columbia. Si Andrew Ryan est une sorte d'incarnation des philanthropes milliardaires borderline comme Howard Hughes ou Walt Disney, dont il partage l'apparence et le profil, le père Comstock est quant à lui l'incarnation parfaite du gourou évangéliste et suprémaciste. La galerie de personnages de la saga va puiser dans tout ce que ces époques ont su générer comme figures, comme héros ou comme vilains. Mais la corporation professionnelle qui compte le plus d'itérations est sans conteste celle des chercheurs et des scientifiques. Et ce n'est nullement un hasard, car ils vont permettre au scénario d'aller explorer une thématique traversante de la saga, les dérives de la science. Malgré son aspect fantastique, BioShock nous fait voir une horreur très humaine. Il n'y a pas ici de monstres merveilleux sortis d'un conte horrifique ou de quelconque malédiction. Tout ce qui se passe sur Rapture et Columbia est uniquement le fait des humains et de ce qu'ils vont faire de leur pouvoir, de leur découverte. Il n'y a pas de doute, BioShock est en partie une aventure horrifique. Au cours du jeu, vous croiserez un certain nombre de décors particulièrement glauques et sanglants. Il n'est pas rare de traverser des pièces dont les murs sont couverts de sang de façon si grotesque qu'on peine à imaginer la violence de ce qui a pu se passer. Notre route est jonchée de cadavres misérables et abîmés. Le calme relatif qui règne lorsqu'on les croise nous met dans un malaise encore plus grand. La violence s'annonce par ses effets
et nous procure un stress certain sur ce qui potentiellement nous attend. Il y a même des mises en scène macabres, comme dans la salle d'opération du Dr Steinman, qui crucifie carrément ses patients et réarrange le visage de ses victimes dans un patchwork morbide. On traverse des scènes de crimes dont on ne sait rien, on croise des cadavres desséchés, des salles d'autopsie insalubres. Et pourtant, BioShock n'est pas véritablement un jeu d'horreur. C'était pourtant sans doute l'intention initiale. Lorsqu'on regarde la toute première bande-annonce, bien avant que le jeu sorte, l'ambiance était plus sombre, violente et horrifique. De même, lorsqu'on compulse les concept art qui avaient été imaginés, on découvre un bestiaire plus horrifique, un peu à la façon de ce qu'aurait pu faire un Resident Evil. Pourtant, on a le sentiment que le studio a réajusté son tir. Faire de BioShock un pur jeu d'horreur gore aurait sans doute nui à l'œuvre. Dans ce type de jeu, c'est l'adrénaline qui compte avant tout, le jumpscare, la violence, le stress incessant. Et peut-être qu'avec une telle recette, nous serions passés à côté de Rapture et de ce que la ville avait à raconter. En matière d'horreur, tout est une question de dosage. On peut provoquer toute une gamme de sentiments allant du vague malaise diffus à la terreur absolue. BioShock a donc plutôt penché du côté du jeu d'aventure teinté d'horreur plutôt que du simple FPS gore. Pour preuve, dans le premier BioShock, les ennemis sont programmés pour louper à chaque fois leur premier tir, afin que vous soyez avertis de leur présence. On l'a dit, le jeu a voulu opter pour un bestiaire plus réaliste que fantasmagorique. Et c'est ici qu'on raccorde avec nos fameux scientifiques. L'intégralité du bestiaire est de leur fait. La majeure partie des ennemis que vous croiserez dans Rapture sont des chromosomes, des personnes ayant tellement abusé de la dent qu'ils ont muté jusqu'à devenir des créatures assoiffées de sang. Même si leur taille et leur mode opératoire varient, ils restent assez crédibles, proches des enragés qu'on peut voir par exemple dans 28 jours plus tard. En ce qui concerne les petites sœurs et les Big Daddies, c'est encore la science qui est responsable de leur nature. On a implanté des limaces de mer dans l'estomac des premières, et pour les seconds, on a fait rentrer des organes humains dans une armure exosquelettique, afin de protéger les petites filles. Bien que tout cela soit invraisemblable dans le réel, on accepte tout parfaitement dans BioShock, car l'ensemble est cohérent et sert sans cesse le récit. Et c'est sans doute ce qui a primé dans la direction artistique, préférant le mystère à l'horreur, l'histoire au pur stress. Quand on croise des cadavres et des mises en scène sanglantes, le jeu reste malgré tout magnifique. Le travail sur les couleurs et les lumières du jeu montre une volonté de nous garder dans une forme d'émerveillement malgré tout. Ce choix de la science, plutôt que le pur surnaturel, permet d'aborder toute une gamme de thématiques. Tous les tropes du savant fou, si répandus au XXe siècle, trouvent quasi toutes leurs déclinaisons dans la saga. Frank Fontaine, qui tente de se changer en surhomme dans un délire prométhéen digne du Dr Frankenstein, le Dr Steinman qui défigure ses patients d'une façon qui rappelle les gueules cassées de la Grande Guerre, la psychiatre Sophia Lemb qui utilise sa science pour changer les résidents en adeptes. On trouve même une référence à la mythologie du contrôle mental, et notamment au programme MKUltra de la CIA. Le but de ce programme était de développer des techniques afin de pouvoir faire des choses à quelqu'un à son insu, en implantant des faux souvenirs ou bien en installant des mots-clés qui pourront déclencher une réaction chez le sujet s'il entend ce mot. L'espion idéal est celui qui ignore qu'il en est un. C'est exactement ce que va faire le Dr Souchong sur Rapture, en implantant chez le héros Jack le mot-clé « Je vous prie ». Alors qu'il nous guide vers lui, le mystérieux Atlas commence toutes ses interventions par ces mots. On ne le remarque pas avant la fin du jeu, lorsqu'on réalise que notre venue était prévue depuis l'enfance, et que nous n'étions qu'un pantin à la solde d'intérêt qui nous dépasse. Finalement, ces abominations, nées des dérives de la science, sont plus crédibles que d'énormes monstres extraterrestres dégoulinants. Même sur Columbia, qui joue sur une carte horrifique bien plus indirecte, il fait jour, les bâtiments sont propres, il n'y a pas d'abomination génétique, les ennemis sont là aussi le produit de la science. Ce sont pour la plupart des automates soldats conçus par des ingénieurs. Les scientifiques y sont toujours prédominants, comme ce couple énigmatique qui ne cesse d'apparaître au cours de notre périple et qui semble être le seul à comprendre ce qui se trame vraiment. Ce qui est fascinant avec le gameplay de BioShock, c'est que j'ai dû vous raconter l'histoire d'abord pour pouvoir vous expliquer ses mécaniques ensuite. C'est le signe d'un jeu cohérent dont le gameplay épouse parfaitement ce que l'intrigue réclame. C'est encore une façon supplémentaire de nous garder dans l'immersion, dans l'implication la plus totale. La première fois que vous croisez une petite sœur et terrassez le Big Daddy qui la protège, le jeu vous demande de faire un choix. Souhaitez-vous libérer la jeune fille et perdre la dent qu'elle contient, ou bien la sacrifier pour monter en niveau plus rapidement ? Selon votre choix, vous déclencherez deux fins différentes aux issues diamétralement opposées. Le jeu cherche à tout justifier. C'est le cas des Vita Chambers. Lorsque vous mourrez, vous réapparaissez dans des tubes de verre prévus à cet effet,
Et cette résurrection s'explique dans le scénario. Rien n'est gratuit, tout est ici pensé jusqu'au moindre détail pour ne jamais trahir l'improbable crédibilité du jeu. Si au cours des 3 opus de BioShock, plusieurs tentatives de gameplay exotiques seront proposées, comme s'accrocher à des rails aériens ou bien évoluer sous l'eau, le noyau dur du gameplay est commun aux 3 titres. C'est un jeu de tir à la première personne, où vous ne verrez donc que les mains de votre personnage. En main droite, vous brandissez différentes armes, dans un style relativement classique pour ce type de jeu. Clé anglaise ou foreuse pour le combat au corps à corps, et armes à distance variées dont l'esthétique et la nature se cantonnent à l'imaginaire des années 50. C'est en main gauche que BioShock joue une partition plus personnelle, avec l'usage de ce qu'on appelle des plasmides ou encore des vigueurs. Ces potions que vous allez vous injecter dans les veines vont vous permettre d'acquérir des pouvoirs. Tantôt dévastateurs, tantôt utiles pour débloquer certaines zones, ils apportent un éventail d'effets très jouissifs lors des phases de combat. Ces mécaniques, si elles ne sont pas révolutionnaires, se retrouvaient plutôt chez les mages de fantasy, et sont assez rares dans un jeu qui convoque ce type d'époque. Un des enjeux de BioShock est que, comme d'habitude, ses ressources, munitions et potions ne sont pas infinies. Il vous faudra donc à chaque fois fouiller chacune de vos victimes, mais aussi fouiller des niveaux assez riches et intriqués pour trouver des butins divers ou bien encore de l'argent. Ce dernier vous permettra d'accéder aux différents distributeurs qui parcourent les jeux. Pratiquement toutes les machines du jeu, que ce soit les distributeurs ou les robots de surveillance, peuvent être piratées par vos soins, soit pour payer moins cher, soit pour retourner le système de défense contre l'ennemi. Ces mécaniques de piratage évoluent selon les titres, mais apportent un peu de gameplay alternatif. Ce sont parfois de petits défis puisqu'ils sont soumis à des contraintes de temps et de réflexes qui vont vous mettre parfois à l'épreuve entre 2 passages stressants de fusillade et d'exploration. Comme on va le voir, un des points sur lesquels BioShock va marquer les esprits, c'est la cohérence et le jusqu'au-boutisme de l'immersion que propose le titre, au sens propre comme au figuré. Et cela va même jusqu'au tutoriel. Dans la saga, dès qu'il faut expliquer une mécanique de gameplay, le jeu nous offre une petite animation qui nous explique en quoi consiste tel ou tel pouvoir, sans jamais nous sortir de la diégèse. Ainsi, même quand le jeu doit nous expliquer des choses un peu rébarbatives, elles deviennent plaisantes et enrichissent même l'univers, lui donnant encore plus de corps. On sent très vite, manette en main, quand on est face à un jeu qui a pris la question de sa cohérence très au sérieux, et cela influe sur notre degré d'abandon à l'univers qu'il propose. Sur aucun de ces aspects, le jeu ne déçoit, et dès les premières secondes du jeu, on rentre dans un tunnel qui nous gardera captifs jusqu'au générique de fin. Malgré des protagonistes forts et romantiques, les 2 personnages principaux de la saga sont sans conteste les 2 villes qui nous sont dévoilées. Beaucoup d'éléments participent à donner leur parfum légendaire à ces 2 cités. C'était pourtant risqué sur le papier. Rien que pour Rapture, s'attaquer au mythe de la cité sous-marine n'était pas chose facile. On doit passer après les 2 piliers que sont la cité de l'Atlantide et celle de R'lyeh, la cité engloutie où Cthulhu rêve et attend. Mais le défi est pourtant relevé haut la main. L'idée de moderniser le mythe de la cité sous-marine tout en lui donnant un côté rétro rend le tout original. Rapture parvient ainsi à saisir la magie qu'un Jules Verne avait si bien su conceptualiser dans ses romans. Le jeu est un voyage au centre d'une cité perdue, 20 000 lieues sous les mers. Et à sa façon, la cité volante de Columbia rend hommage au tour du monde en 80 jours. BioShock partage avec Verne cet amour des explorateurs qui repoussent les frontières du possible. Et si BioShock parvient à capter le souffle et l'ampleur des grands récits d'aventure, il cherche aussi à inscrire ces lieux dans des mythologies bien plus antiques. Par exemple, le jeu est truffé de références à la mythologie grecque. La première tient dans le nom du personnage d'Atlas, la mystérieuse voix qui vous guide dans Rapture, et qui promet de vous guider vers la sortie. La référence est double, on évoque ici le titan Atlas, condamné par Zeus à porter le monde sur ses épaules, mais aussi un autre Atlas, qui selon les textes de Platon, serait le fils de Poséidon et de Clito, et qu'il aurait été l'un des premiers rois mythiques de l'Atlantide. On trouve très logiquement une Poséidon Plaza, en hommage au dieu grec des mers et des océans, mais également une zone nommée d'après son équivalent romain, Neptune. On peut citer aussi le parc Dionysos de Sophia Lembe, dédié aux arts et à la culture, ou encore la zone d'Arcadia, qui tire son nom de la mythique contrée du dieu Pan, qu'on disait préservée et harmonieuse. Le choix d'un nom si mythique est ici cohérent, puisque l'arboretum d'Arcadia est une tentative de la chercheuse Julie Langford de recréer la nature originelle dans la cité. Il y a même des clins d'œil plus dissimulés, comme cette publicité de Columbia qui vante les mérites des croisières de luxe Icar, qui vous invite à voler proche du soleil. Ironique, surtout quand on connaît le malheureux destin d'Icar, qui, s'envolant grâce à des ailes en cire fabriquées par son père Dédale, mourut en s'approchant trop près de l'astre de feu. Comme si la chute de Columbia était déjà pressentie.
La majeure partie des références mythologiques sont réservées à Rapture, comme si le propos même de la ville était de s'inscrire dans le panthéon des cités mythiques. Mais pour Columbia, c'est le champ lexical biblique qui a été plébiscité, pour asseoir cet univers si particulier. L'idée initiale de Columbia était d'opérer une forme d'évangélisation en parcourant le monde avec cette ville pour répandre la grandeur des valeurs américaines traditionnelles. Le fait que la ville ait été volée par un fondamentaliste a encore plus accentué l'utilisation d'un langage religieux, mélange d'une dévotion à Dieu et à sa propre personne. Le fait que la ville se soit volatilisée ne rend son existence que plus légendaire, à l'instar d'une apparition ou d'un miracle biblique. Tout cela participe à donner à la ville une aura solennelle, vertueuse et autoritaire. Ce langage est doublement dérangeant puisqu'il est ici au service d'un individu mauvais, en la personne de Zachary Comstock, le grand vilain qui tient Columbia. Son nom est directement emprunté à Anthony Comstock, un fervent défenseur de la morale victorienne qui vécut au XIXe siècle et qui était obsédé par la censure de tout ce qu'il jugeait impur. Il fonda même la Société new-yorkaise pour la suppression du vice. Dans BioShock, l'effigie de Comstock est partout, et il est décrit comme un prophète. Tout ce qui s'oppose à lui s'oppose donc à Dieu. Sur les affiches de propagande, on évoque même un faux berger, dépeint comme la mort elle-même, qui chercherait à dériver l'agneau du droit chemin. L'immense ange qui surplombe et protège la cité se retrouve aussi sur ces fameuses affiches, assurant qu'il protège l'agneau innocent des menteurs. On trouve également des allusions à Adam et Ève dans les deux villes, ainsi qu'à l'Éden, le jardin où ils vivaient en paix avant la chute. Puisque les deux villes entendaient à leur façon créer des sociétés à partir de zéro et avec des règles différentes, il n'est pas étonnant de trouver ces figures qui symbolisent un certain âge d'or, avant le grand péché, quel qu'il soit. Columbia est même surnommée la Nouvelle Éden par son prophète. Mais c'est sans doute le nom de Rapture lui-même qui détient la palme de la référence religieuse la plus obscure. Le mot rapture, qu'on traduit par ravissement, est une doctrine sur la fin des temps propre à la théologie évangélique américaine, qui prédit que lorsque viendra ce fameux ravissement, les chrétiens les plus fidèles seront appelés au paradis pour rencontrer Dieu, laissant le reste de l'humanité impie subir l'apocalypse. C'est ce qu'on appelle aussi l'enlèvement de l'Église. C'est un courant relativement minoritaire, mais qui trouve pourtant de fervents adeptes outre-Atlantique. Il existe même aux États-Unis une série de 16 livres à succès appelés Left Behind, traduit en français par Les survivants de l'Apocalypse, qui évoque le funeste sort de ceux qui ne seront pas appelés à Dieu lors du ravissement. Cette série pourrait s'apparenter à une sorte de science-fiction évangéliste qui ne cache pas l'inspiration religieuse, apocalyptique et moraliste de ses auteurs. Pour autant, il ne suffit pas de citer des références mythologiques ou bibliques pour donner à une ville virtuelle une aura de légende. Il faut que la ville soit crédible et formidable, qu'elle ait une cohérence technologique. Et là encore, BioShock a pris les choses très au sérieux. Cela passe avant tout par l'histoire de ces villes, qui a été pensée par les scénaristes de façon à être plausible et techniquement acceptable. Au cours des jeux, on va pouvoir glaner des informations sur ce qui s'est passé avant notre arrivée, sur la façon dont ces villes se sont construites. Rapture est à ce sujet sans doute la plus fascinante, car des deux villes, c'est celle qui a dû se bâtir en secret, sans que le reste du monde soit au courant. Et vu la taille de Rapture, ce fut un défi certain. D'abord appelé Projet Nord-Atlantique, Rapture vit ses premiers habitants arriver le 5 novembre 1946, et la ville termina ses travaux 5 ans plus tard. L'île a même ses coordonnées GPS et serait cachée à environ 430 km de Reykjavik, en Islande. Rapture, on le voit, ne s'est donc pas construite dans un monde imaginaire, mais bien dans notre temps. C'est ce qui rend sa construction fascinante. Juste après la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde tente de réparer les effets d'un conflit dévastateur, Andrew Ryan est sur un navire. En pleine mer, à un endroit précis, il a une révélation. C'est ici que va se construire sa cité secrète. Il contracte avec des entreprises de construction sur les terres les plus proches et veille à ce que tout ce qui est fabriqué reste stocké en secret. Pendant ce temps-là, en pleine mer, une plateforme submersible nommée The Sinker pose une immense dalle de béton sur le sol océanique. Les structures d'immeubles en aluminium sont ensuite acheminées en secret par bateau et sont discrètement assemblées puis rivées sur le sol océanique. Pour Columbia, c'est un peu différent, surtout que l'histoire se déroule sur plusieurs lignes temporelles. Ce dont on est sûr, c'est que la ville est née d'une vision, qu'il dira prophétique, de Zachary Comstock, le fameux prêcheur américain. Il dit avoir été visité par un archange qui lui fit voir une cité dans le ciel. Construire la cité divine devient alors le but de sa vie, tant et si bien qu'il parvient à convaincre le Congrès américain de financer le projet. Mais c'est la rencontre de Comstock avec une scientifique surdouée, appelée Rosalind Lutece, qui va rendre le projet possible.
Lors de ses recherches, la scientifique découvrit un moyen de créer une sorte de lévitation quantique, cette même technologie qui va concrétiser la vision du pasteur. À l'inverse de Rapture, la construction n'était pas cachée et fut même dans un premier temps une sorte de fierté nationale. La cité s'éleva dans les airs avec succès en 1892. Comstock devint naturellement chef de la ville et très vite les problèmes apparaissent, tant les valeurs qu'il prône dérivent vers une xénophobie assumée. La crise culmine à l'aube du XXe siècle lorsque la ville volante intervient sans permission dans la rébellion des Boxers, une révolte opérée par une société secrète chinoise ayant réellement existé. Ce groupe, qu'on appela les Points de la Justice et de la Concorde, mena des actions anti-occidentales, anti-japonaises et anti-chrétiennes aux alentours de l'année 1900. BioShock inclut cet événement véridique dans sa fiction en imaginant que Comstock a fait feu sur des citoyens de Beijing en Chine pour contrer l'action des Boxers. C'est alors que le monde découvre que la ville volante est lourdement armée. Le 6 juillet 1902, le Congrès américain désavoue les actes du prêcheur et rappelle la ville pour destituer Comstock. Ce dernier décide de faire immédiatement sécession et la ville disparaît dans les airs pour ne jamais être retrouvée. Les deux villes ont donc des dates de création, un contexte d'origine réaliste et une technologie qui les rend crédibles. Pour ce dernier point, c'est dans le décor que se cache ce message technologique subliminal, car la plupart des zones que nous allons visiter sont remplies de mécanismes et de machines industrielles qui sont censés rendre possibles ces miracles d'ingénierie que sont Rapture et Columbia. Rapture étant sous l'eau, la ville est contrainte de produire ce qui est nécessaire à sa propre subsistance, oxygène, chauffage et électricité. La ville est une sorte de gigantesque moteur à ciel ouvert, une sorte de corps humain métallique, ce qui renforce encore plus cette impression que la ville est un personnage. Les galeries techniques sont autant de boyaux dans lesquels on se perd, tandis que la batterie de pistons qui pompent en rythme évoque le mouvement d'une assistance respiratoire. Les sas étanches font l'effet d'un estomac qui se remplit et se purge. Les multitudes de tuyaux sont comme des veines qui charrient on ne sait quelle substance vitale. Digne de métropolis, Rapture grouille de mécanismes qui sont autant d'organes, de tubes artériels dans lesquels du plasma est charrié vers un gigantesque cœur proto-atomique qui permettent à la cité de fonctionner. Saturés d'écrans de surveillance et d'oscilloscopes, les murs semblent au chevet d'un patient qu'on surveille. Les ascenseurs jouent le rôle de colonnes vertébrales qui nous mènent aux différentes parties du corps de métal qu'on explore. On ignore le plus souvent l'utilité de ces machines, mais leur nombre et leur sempiternel mouvement nous fait croire à la ville. Elle vit et s'active sous nos yeux, inlassablement. Columbia joue aussi la carte des machines, mais comme elle fait face à des contraintes différentes, les technologies ne sont pas tout à fait les mêmes. Le but est ici de faire voler la ville, et pas uniquement par la magie invisible de la lévitation quantique. Là encore, on trouve des tuyaux et des pistons par dizaines, mais aussi des technologies plus avancées, comme cette machine étrange produisant de fascinants arcs électriques que n'aurait pas renié Nikola Tesla. Puisque la ville a été construite fin 19e, on est plus proche d'une machinerie steampunk, avec son système de ballons et d'hélices pour faire tenir ses rails aériens, mais aussi pour faire flotter la ville, ou encore avec ses fours à charbon et les colonnes à vapeur des nombreuses usines qui parsèment le secteur de Fink. La fiction a connu son lot de villes volantes, de Star Trek à Star Wars, en passant par Flash Gordon ou bien encore les villes célestes dans Final Fantasy. Et la plupart de ces villes sont mémorables, mais il est rare qu'on les voit plus de quelques secondes à l'écran et encore plus rare qu'on puisse s'y promener pour en observer les mécanismes de fonctionnement. Ce souci constant de crédibiliser l'univers passe donc par des villes aux histoires fouillées, réalistes, inscrites dans une approche qui se veut scientifique. Mais tous ces éléments ne seraient pas si efficaces sans l'apport du plus grand concept qui traverse la saga, la narration par l'environnement. Pour quiconque entend donner vie à un univers, BioShock est une leçon, et s'il existait un manuel des 1001 lois de l'immersion, BioShock serait cité à chaque page. La narration environnementale permet de raconter une partie de l'histoire uniquement par le biais des décors et des éléments qu'on y trouve. Cela permet de donner aux joueurs une multitude d'informations sur ce qui se trame dans l'environnement qu'ils traversent, sans avoir à le dire. Une des règles de l'écriture est le fameux « show, don't tell », c'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours montrer quelque chose grâce à l'action plutôt que d'avoir à le dire dans un dialogue ou une description. C'est une façon d'alléger le récit et de le rendre fluide, naturel, de façon à ce que le fond passe par une forme délestée de toute lourdeur. BioShock a tout simplement poussé ce show don't tell jusqu'à l'extrême, utilisant la totalité de ce qui était possible pour délivrer des indices sur l'univers qui nous est dévoilé. Exemple très simple, au lieu d'avoir un personnage qui nous dit « la ville est en danger car de l'eau s'infiltre de partout »,
le jeu se contente de nous montrer sans cesse de l'eau qui coule et qui fuit. Cela envoie un message insistant et très clair à notre inconscient, sans que le jeu ait à utiliser de grosses ficelles pour nous mettre la pression. C'est la carte de l'angoisse diffuse qui est jouée ici, plutôt que celle du film catastrophe. C'est beaucoup plus fin, insidieux et efficace. Le jeu se permet même de rendre la chose esthétique, puisque les fuites d'eau ressemblent presque à de bucoliques cascades. La crédibilité des villes n'est pas que technologique, elle passe aussi par ce rappel constant de l'environnement inédit dans lequel on évolue, le fond des mers. Un grand nombre de salles de Rapture ont des fenêtres de verre qui laissent voir l'océan au dehors. On a à la fois ce sentiment d'oppression et en même temps de vertige face à l'immensité. Quand ces fenêtres ne nous donnent pas à voir la colossale architecture de la ville, ce sont des bancs de poissons qui viennent nous courtiser. D'autres fois, ce sont des requins qui tournent en boucle nonchalamment et nous regardent lutter pour notre survie. Il est même possible que le temps se suspende alors qu'au-dessus de vous, une titanesque baleine passe et vous rappelle la majesté de la nature qui vous tolère ici-bas. Les concepteurs du jeu ont même poussé le souci du détail jusqu'à placer de petites étoiles de mer sur les vitres de Rapture. Ce genre de minuscules détails dit tout sur le jeu. Il profite au maximum de l'éventail d'effets qu'offre une aventure sous les mers. Certaines zones sont couvertes de vases, d'algues et de coraux car elles ont été inondées puis rendues accessibles à nouveau. Enfin, il est difficile de décrire le sentiment d'immersion fantastique qu'on ressent quand les ombres des poissons qui nagent au-dessus de nous se reflètent sur le sol. Il y a cet effet aquarium très étrange dans Rapture, car il nous donne parfois le sentiment que c'est nous qui sommes observés plutôt que l'inverse. Pour Columbia, l'enjeu est de sans cesse vous rappeler que vous êtes dans les airs. On voit donc des navires flotter aux fenêtres, les bâtiments qu'on aperçoit tanguent continuellement comme s'ils flottaient sur l'eau. C'est un monde d'air et de vent où les quartiers sont autant d'îles qui communiquent au-dessus du vertige. La narration environnementale a ceci de particulier qu'elle exige du joueur de s'impliquer dans le jeu, d'observer le moindre détail. On joue en quelque sorte le rôle d'un détective qui doit être capable de déduction après analyse d'une scène de crime. C'est un fantastique moyen de pousser le joueur à s'approprier l'histoire. Ce n'est plus un récit qu'on vous déroule, mais c'est vous qui le dévoilez. Cette allégorie du puzzle dont vous êtes le héros est même formalisée dans une des chambres où sont gardées captives les petites sœurs. Ces chambres sont une parfaite illustration de cette narration environnementale. Rien qu'en regardant le décor, on comprend que ces petites filles vivent une réalité cauchemardesque. Des seringues de plasmide gisent au milieu des pastels. Un tableau noir montre des formules mathématiques mélangées à des dessins d'enfants. Grâce à un mètre collé sur le mur, on connaît la taille et l'âge d'Eleanor quand elle a vécu dans cette chambre. Dans une pièce adjacente, parfaitement identique comme dans une prison, on voit que les murs sont rayés de pastel noir, ce qui exprime la douleur de la petite fille, sans doute due à la mort de son chien, comme nous le laisse deviner un dessin. Pire, on trouve sur les portes qui les gardent captives une petite trappe à taille d'enfant par laquelle on leur donne leur repas. Enfin, des écrans dans le couloir montrent que des caméras les épient sans cesse. Sur les murs se trouvent tous les indices de leur calvaire. Il suffit de regarder pour comprendre. Même sentiment de malaise quand on pénètre dans un laboratoire de développement photo et qu'on découvre des clichés d'une jeune femme prise à son insu. Il suffit de pas grand-chose pour qu'un élément vienne rendre une pièce marquante. Pour que le joueur puisse rester sans cesse dans l'observation, les développeurs ont fait en sorte que le jeu ne vous coupe jamais de cette investigation immersive. Par exemple, au lieu d'une cinématique introduisant un personnage, on va l'entendre parler derrière un hublot pour l'instant fermé, pour que vous soyez actif en train d'épier un secret plutôt que d'assister passif à une séquence vidéo. Idem pour raconter la misère qui se cache dans les bas-fonds de Columbia. C'est un trajet dans un ascenseur qui nous montre le niveau social baisser à mesure que l'ascenseur s'enfonce. On peut bouger dans cet ascenseur, mais pour autant, on est rivé sur ce que l'extérieur nous montre. Ce sont des techniques qui permettent de maquiller une cinématique. Et là encore, on est dans un show don't tell absolument virtuose, aussi simple que puissant. De la même façon, la première fois qu'on découvre un Big Daddy, c'est dans un couloir adjacent au nôtre. Comme les parois sont en verre, vous pouvez le voir et sentir monter la peur. Mais pour autant, vous êtes encore en sécurité pour quelques instants. Le jeu parvient sans cesse à trouver des astuces de mise en scène pour que le joueur soit forcé de voir certaines scènes, mais qu'il n'ait pas pour autant l'impression d'être privé de sa relative liberté. Tous ces éléments font que lorsqu'on termine un BioShock, on s'en souvient. On a un sentiment plus fort que d'habitude d'avoir traversé un univers tangible, qui, quelque part, existe. Pour donner du corps à son univers, la saga a recours à une infinité de supports muraux, sur lesquels s'étalent des informations qui vont nous aider à mieux comprendre l'univers qu'on traverse.
Outre les différents plans et cartes qui nous donnent le sentiment que ces lieux sont fonctionnels et cohérents, on trouve des panneaux d'interdiction ou de mise en garde. Mais les affichages les plus répandus sont ceux qui font de la réclame. Malgré leur côté aguicheur et souvent mensonger, les publicités nous permettent de connaître beaucoup d'une société, ses fantasmes, sa vision d'un certain idéal, ses habitudes de consommation. Les réclames dans BioShock ont un certain charme, puisqu'elles épousent des codes graphiques rétro et un discours totalement révolu qui donne à l'ensemble une aura nostalgique. Mais surtout, on y apprend des choses étonnantes, comme la vente de plasmide au grand public, alors que cette substance altère notre ADN et provoque l'addiction. D'ailleurs, certains produits nous rappellent que Rapture est resté bloqué dans les années 50, avec ses publicités vantant les mérites du tabac ou de l'alcool, ou bien encore ses publicités qui vendent le rêve de la chirurgie plastique. Et parfois, sans cri égard, des publicités qu'on croit simplement cosmétiques font ce qu'on appelle du foreshadowing, terme qu'on pourrait traduire par préfiguration. Un procédé narratif qui permet de faire allusion à des points capitaux de l'intrigue à un moment où le spectateur n'est pas encore en mesure de les comprendre. C'est le cas avec les publicités pour la psychiatre Sophia Lamb. L'une d'elles vous demande si vous avez le blues de Rapture. Les symptômes ? Insatisfaction, manque d'énergie, problème d'argent, sentiment d'abandon. Par cette réclame, on devine déjà le mal qui ronge les habitants de Rapture et qui va provoquer son déclin. Mais ce qu'on ignore, c'est que Sophia Lamb, d'abord appelée au secours par Ryan pour soigner le mal des profondeurs des habitants, va devenir la grande ennemie de l'épisode 2, créant une sorte de culte dans une Rapture en perdition. Plus fort encore, lorsqu'on croise une réclame pour la revue de la danseuse Jasmine Jolene, on est loin de se douter que cette personne est notre mère, et qu'elle nous a mis au monde afin de tuer notre propre père, Andrew Ryan. Si ces éléments ne sont pas compréhensibles la première fois que vous les voyez, une fois l'histoire terminée, ils vous laissent une impression de vertige, comme si tout était là devant vous depuis le début, mais que vous n'aviez rien vu. Si la charte graphique de Rapture visait à convoquer le style et l'imaginaire des années folles et d'un capitalisme débridé, vivant son âge d'or avec force enseigne et néons luminescents, celle de Columbia entend délivrer un message beaucoup plus orienté et totalitaire. On trouve d'abord toutes sortes d'affiches glorifiant l'effort ouvrier du chef de famille qui participe à la grandeur industrielle de la nation volante. Les drapeaux sont omniprésents et les enfants sur les affiches sont souvent représentés avec des armes en main et un grand sourire. Mais même dans sa réclame, la ville entend diviser. 2 mascottes se retrouvent sur les magasins. Ce sont Dimwit, l'enfant malingre, faible et empoté, et Duke, la parfaite petite tête blonde, obéissante et patriote. Les deux sont sans cesse mis en comparaison, comme une injonction à privilégier le fort sur le faible. La seule fois où Duke laisse Dimwit tranquille, c'est quand Duke peut glorifier sa xénophobie. Ces publicités sonnent comme une menace, un avertissement qui vous pousse à embrasser la voie que le prophète a choisie pour vous. Le plus terrible est que la charte graphique et le ton employé visent principalement les enfants. D'autres affichages ne prennent pas autant de pincettes et s'adressent aux adultes, les invitant à préserver la foi, la pureté raciale et la prospérité. C'est cette trinité qui guide le régime totalitaire de Comstock. Enfin, 4 stèles au pied d'une statue nomment précisément les ennemis de Columbia, les fornicateurs, les pacifistes, les anarchistes et les hérétiques. Ce qui ajoute encore au malaise, c'est que Columbia est montrée sous un jour très bucolique et paisible, alors que les publicités nous révèlent une réalité plus sombre derrière cet apparent bonheur. Si les affichages et les publicités émanent d'organes officiels et autorisés, il existe un autre type de message fascinant dans la saga. Ce sont les écritures manuscrites. Parfois, c'est comme un tag dont on recouvre une affiche pour en nier le contenu et en parasiter le message. D'autres fois, c'est un détournement, comme cette enseigne affichant Hall of Heroes qui voit ses lettres réagencées pour donner Hall of Horrors, le hall des traînées. Lorsqu'on explore les quartiers pauvres de Columbia, les écritures manuscrites se trouvent sur des panneaux de bois, délivrant des messages déchirants de misère, des appels à l'aide ou à Dieu. Parfois, c'est un message politique et contestataire qui est peint sauvagement pour crier un message à la population, ainsi qu'une menace envers les dirigeants oppresseurs. D'autres fois, ces messages sont aussi le fait de sectes ou de groupes occultes qui tentent de convaincre de la grandeur de leur vision fanatique. Les plus attendues, mais aussi les plus saisissantes, sont enfin les écritures en lettres de sang. Écrire avec une telle substance est le fait soit d'un tueur, soit d'un fou, soit d'une victime. Le sang, comme encre, est entouré d'une aura mortifère et extrême, qui mêle violence et désespoir. Écrire avec son sang, c'est parfois tout ce qui nous reste. C'est un fol espoir qu'en découvrant notre cadavre, le monde aura notre dernier message. BioShock joue une dernière carte pour communiquer avec le joueur par des artifices de mise en scène en s'inspirant de 2 univers,
celui de la foire et celui des musées. La saga présente des villes qui ont cherché à glorifier leur propre grandeur. Il n'est donc pas surprenant de constater que ces villes manifestes ont été pensées comme des musées à ciel ouvert. La présence d'œuvres d'art classiques permet de rendre un lieu impressionnant, voire intimidant. Columbia, par exemple, est truffée de statues. C'est le cas pour la titanesque statue d'ange qu'on découvre dès notre arrivée, mais ce n'est pas la seule. Une fois qu'on sort de l'ascenseur du phare, on est accueilli par une sorte de chemin de croix, où nous est introduit Comstock et sa femme, et le statuaire a le don d'être immédiatement inquiétant, malgré la quiétude apparente des lieux. On trouve tout type de statues sur Columbia, certaines à la gloire des scientifiques qui l'ont fait léviter, d'autres gonflables à l'effigie des grandes figures américaines. On découvre même une version volante du mont Rushmore absolument mémorable. Il faut avouer que placer des statues géantes au milieu de nuages tourmentés est un coup de génie en matière de mise en scène. Parfois elles délivrent un message en tenant un texte dans leurs mains de pierre, parfois elles glorifient certains personnages, montrant leur démesure, et parfois même elles servent de terrain de jeu, comme dans le segment où l'on pénètre dans la tête de la statue géante. On trouve enfin des statues brisées au sol et d'autres qui explosent en 1000 fragments, allégorie d'un empire qui s'écroule. Un autre médium que le jeu utilise pour montrer cette glorification de la patrie, c'est la peinture. Les tableaux qu'on trouve à Columbia sont à l'effigie de soldats de différentes époques, soit en pleine bataille, soit regardant au loin dans des postures héroïques. On est ici sur de la peinture d'histoire, censée relater les grands moments d'une nation. Le choix de celle-ci est donc explicite sur les valeurs que Columbia entend mettre en avant. On trouve même dans Rapture de véritables musées, comme cette zone traversée de galeries exposant les merveilles d'une faune naturalisée. D'ailleurs, dans la version remaster, on peut trouver en bonus une archive qui montre les concept art abandonnés du jeu. Et pour ce faire, au lieu d'une simple galerie photo, les développeurs ont modélisé une galerie d'exposition dans Rapture, comme pour accentuer cette manie de penser leur monde comme un musée. Mais pour revenir au jeu lui-même, ces scènes dans Columbia où l'on actionne un levier pour laisser apparaître des instants de vie d'Elizabeth sont du même acabit. Ces petites scénettes regroupent des objets qui lui sont chers et reconstituent les endroits où elle a vécu. On convoque ici l'imaginaire des musées d'antan, plus populaires, comme les musées de cire, ou bien encore les visites de maisons célèbres, où tout a été laissé à l'identique. Comme dans un musée, on trouve des petites salles de projection, diffusant des séquences documentaires sur les protagonistes. Le jeu met aussi en scène de fabuleux dioramas, sorte de petits théâtres de carton-pâte qui jouent avec les plans et les éclairages. Ce croisement entre musée classique et attractions populaires culmine avec les deux musées de Columbia, dédiés à la révolte des boxeurs et à la bataille de Wounded Knee. Ici, les musées ont des allures de pop-up géants, absolument fascinants. Leur but est de faire peur aux visiteurs tout en réécrivant l'histoire afin de dépeindre Comstock comme un sauveur. Les mises en scène de ces musées sont absolument géniales, mais le concentré de haine qui a animé leur fabrication nous met de plus en plus mal à l'aise à mesure qu'on les traverse. Cette idée d'un train fantôme aux vertus de propagande est encore plus accentuée sur Rapture, avec l'attraction nommée Voyage vers la surface. Le but de ce tour en monorail était de dénigrer le monde du dessus en montrant son fonctionnement soi-disant vérolé, castrateur et mortifère. L'État, l'Église et tous les autres parasites vous prendront vos enfants, le fruit de votre labeur et, in fine, votre liberté. L'idée d'avoir exprimé la vision politique d'Andrew Ryan par le biais d'une attraction, aujourd'hui en friche, donne à l'ensemble une aura unique. On comprend ce qu'a tenté de fuir Ryan en créant Rapture, mais on constate par le délabrement ambiant que sa propre tentative a échoué. La saga joue énormément sur ce mélange d'amusement et de malaise que savent provoquer les arts forains. Columbia en est truffé. Nos premiers pas dans la ville nous font croiser des clowns jongleurs, des bonimenteurs qui nous vantent les mérites de quelques substances étranges, des musiciens de rue, et même des spectacles en plein air, où un monsieur loyal harangue une foule qui danse dans une sorte de transe candide. Mais le vrai malaise commence avec les automates qu'on croise tout au long du jeu, et notamment ceux qui nous permettent d'acheter des munitions ou d'améliorer nos capacités. Leur façon mécanique et déshumanisée de se mouvoir nous fait expérimenter une sorte d'ancêtre de l'Uncanny Valley, ce malaise qu'on ressent face à l'imperfection d'une technologie censée imiter le réel. En plus, le côté faussement joyeux de ces robots détonne avec la situation de stress dans laquelle on les utilise. Cet effroi latent de la machine qui prend vie est poussé à l'extrême avec ce que le jeu appelle des patriotes motorisés, sorte de Terminator à l'effigie des pères fondateurs. BioShock premier du nom ne s'est pas contenté d'être un excellent jeu parfaitement bien écrit. Il s'est payé le luxe de devenir le fleuron d'un genre assez peu exploré de la fiction qu'on pourrait appeler dystopie art déco, ou encore décopunk. Pour comprendre ce terme un peu obscur, il faut remonter à la source de la fiction d'anticipation dystopique moderne, le cyberpunk.
Les œuvres qui s'en réclament dépeignent quasiment toutes la même chose, à savoir une société qui aurait basé tout son écosystème social et son développement industriel autour de l'informatique. Par cyber, on entend ici de façon extensive l'ordinateur, la robotique et tout ce qui est connexe à cet univers. William Gibson, en écrivant son roman Neuromancer, s'est posé la question suivante. À quoi ressemblerait donc cette société si on rajoutait l'élément punk, c'est-à-dire une touche un peu dark, dystopique, déviante ? Imaginant les nouveaux usages de cet avenir étouffant et toutes les dérives qui pourraient en découler, Gibson donne vie à cet imaginaire, rempli de méga-corporations exerçant une cybersécurité totalitaire, de hackers rebelles, d'androïdes et d'hologrammes publicitaires dans des villes asphyxiées de néons. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à la suite de cette approche dystopique de Gibson, d'autres auteurs ont opéré le même genre de déclinaison, mais avec d'autres prémices technologiques. Et j'ai moi-même découvert lors de mes recherches qu'il existait des sous-genres fascinants dont j'ignorais qu'ils avaient été conceptualisés, alors même que je connaissais la plupart des œuvres citées. On trouvera donc par exemple l'Atom Punk, qui rêvait d'une société futuriste, dotée d'une énergie nucléaire propre, qui nous ouvrirait les portes du futur. Puis cet imaginaire va devenir de plus en plus punk, à mesure que la guerre froide et la peur atomique vont se répandre, mettant à mal l'horizon d'un futur radieux placé sous le signe de l'atome. Aujourd'hui, c'est avec la série des Fallout que ce genre a connu un regain d'intérêt, même si on sent bien que c'est une œuvre post-Tchernobyl, à l'instar de la série des Stalkers. Autre genre, même principe, il est fort probable que vous ayez entendu parler du steampunk. Ce sous-genre dépeint une société industrielle qui se serait développée autour des machines à vapeur et des technologies de la fin du 19e, le tout dans une esthétique victorienne. On y trouve des films aux approches diverses comme l'animé Steam Boy, le film Wild Wild West, Atlantis des studios Disney ou encore La Cité des Enfants Perdus de Jeunet et Caro. Mortal Engines, plus récemment, offrait des scènes incroyables avec ses villes roulantes qui s'entre-dévorent. On trouve d'autres styles encore plus spécifiques, comme le biopunk, petit frère du cyberpunk, qui ne centre pas ses thématiques sur la cybernétique, mais plutôt sur la génétique, le biohacking et la manipulation de l'ADN. Je n'avais pas conscience que c'était un genre, alors même qu'une fois qu'on met côte à côte certains films, animés ou jeux vidéo, il devient clair comme de l'eau de roche que toutes ces œuvres ont des problématiques communes, et qu'à elles toutes, elles forment un corpus identifiable. Il existe tout un tas de genres qui paraissent absurdes dans leur appellation, mais qui ne le sont pas tant que ça. Le sandal punk est un genre qui place son récit dans un univers rappelant Rome ou la Grèce antique avec des éléments irréalistes. On trouve même du junk punk, qui dépeint des univers constitués d'ordures et de décharges, avec des films aussi disparates que Mad Max, Wall-E ou Micmac attire l'arigot. Quand il s'agit de définir le genre de BioShock, on dit souvent que c'est du dieselpunk. Et c'est très juste. Le dieselpunk est un genre de la fiction censé englober la période courant de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50. Dérivé du steampunk, il s'inspire du film noir, de l'expressionnisme allemand et de l'esthétique pulp. Mais le dieselpunk est un genre assez large qui englobe des œuvres aussi différentes que Wolfenstein, Sucker Punch ou Final Fantasy VII. Le genre touche à des thématiques comme la course à l'armement, la peur de l'espion, l'Uchronie d'un Troisième Reich qui aurait perduré, et plus largement, toutes les esthétiques qui tournent autour des machines à essence, de la guerre et des dystopies industrielles. BioShock est une œuvre totalement dieselpunk par beaucoup de ses aspects, mais en ce qui concerne l'esthétique à proprement parler du jeu, elle est si unique qu'elle est devenue l'exemple d'un genre encore plus confidentiel, le fameux decopunk. Le sous-genre est si confidentiel qu'il existe peu d'œuvres qui peuvent s'en réclamer. On en décèle bien quelques signes chez le super-héros Rocketeer, ne serait-ce que dans le design de son accoutrement, mais peut-être encore plus dans l'étrange film Dick Tracy, où l'allure de la ville rappelle une rapture qui serait sortie des eaux. Même les maquillages des personnages sont en soi une superbe tentative de fantasmer une époque sous son angle le plus sombre, un peu comme des chromosomes juste avant qu'ils mutent pour de bon. Sorti en 1994, The Shadow avait également opté pour cette esthétique, dans son architecture ou ses costumes. Dans un style plus sombre, on pourrait citer le Dark City d'Alex Proyas et sa ville où il fait toujours nuit. Mais pour le grand public, c'est sans doute Gotham City et plus particulièrement la série animée Batman qui va répandre cette esthétique. Pour Rapture, c'est donc le style Art déco qui a servi de référence pour l'architecture extérieure, mais aussi et surtout pour tout le design d'intérieur, les objets, les vêtements. Dans notre histoire de l'art, on désigne par Art déco une mouvance artistique qui commence à la fin de la Première Guerre pour finir quand débute la Seconde. L'Art déco a ceci de particulier d'être le premier mouvement d'architecture-décoration de nature mondiale. On en trouve principalement en France, en Belgique ou au Royaume-Uni, mais on peut en trouver sur le continent africain, en Érythrée, au Maroc ou en Tunisie. Le continent américain connaît bien sûr ses chefs-d'œuvre Art déco, avec des immeubles aussi mythiques que le Chrysler Building,
l'Empire State Building ou encore le titanesque hôtel Waldorf Astoria. Mais la liste continue, Russie, Allemagne, Inde, Cambodge, Chine, Nouvelle-Zélande. Art déco est l'abréviation d'art décoratif, terme qui regroupe l'architecture, mais aussi donc la décoration d'intérieur, peinture, vitraux, ébénisterie, céramique, orfèvrerie, etc. Lorsqu'il apparaît, l'art déco s'oppose au style art nouveau, très floral, tout dans les courbes et les volutes, et on entend avec l'art déco revenir à une rigueur plus traditionnelle, cubiste, symétrique, avec peu d'effets pittoresques. Ordre, couleur et géométrie, le tout à des fins décoratives. On associe ce style aux années folles, aux mafieux et aux manias milliardaires, aux personnages iconiques et aux costumes stylisés. Invoquer ce style très particulier dans Rapture, alors même qu'aucun jeu vidéo n'avait vraiment exploré cette esthétique jusqu'alors, c'est l'un des points qui va rendre le jeu si iconique, si mémorable. Pour Columbia, on s'éloigne du déco-punk pour naviguer entre le steampunk et le clock-punk, avec tous ces ballons d'hélium, ces hélices, ces mécanismes et ces rouages d'horloge. Mais surtout, la ville s'inspire de l'esthétique des expositions universelles d'antan. Les équipes créatives se sont d'ailleurs penchées sur l'une d'entre elles en particulier, la Columbian World's Fair de Chicago, qui s'est tenue en 1893. Cette ville factice était censée, à l'instar de Columbia, montrer le savoir-faire culturel et architectural des États-Unis. Sauf que la foire divisa la zone en deux parties. D'un côté, la Cité Blanche, censée représenter le fleuron des arts américains, et de l'autre, une zone appelée Midway Plaisance, où se tenaient de soi-disant expositions ethnologiques, montrant des Indiens, des Esquimaux ou des Égyptiens rejouant des images d'Épinal censées représenter leur culture. Pour BioShock Infinite, Ken Levine dira s'inspirer du roman policier Le Diable dans la Ville Blanche, où cette foire de Chicago est décrite sous tous les angles. Évoquer cette partie du passé américain dans un jeu vidéo n'est pas chose évidente, mais comme le dira Levine dans une interview, les développeurs ne devraient pas se tenir à distance des questions sociales complexes. Et selon lui, l'exploration que fait BioShock du racisme scientifique est ancrée dans la période qu'il explore. Et de fait, lorsqu'on voit des images de la fameuse ville blanche, on comprend que Columbia n'est pas si irréaliste que cela. Le premier BioShock a cherché à livrer une réflexion politique, ou tout du moins un pastiche critique de ce qu'on a appelé l'objectivisme. Voilà comment le définissait celle qui l'a théorisé. Ma philosophie, par essence, est le concept de l'homme en tant qu'être héroïque, avec son propre bonheur comme objectif moral de sa vie, avec l'accomplissement productif comme sa plus noble activité, et la raison son seul absolu. La personne qui a écrit ces lignes, c'est la philosophe Ayn Rand, et ce au travers d'un ouvrage phare nommé Atlas Shrugged, et qui fut traduite en français par La Grève ou encore La Révolte d'Atlas. Si ce dernier nom vous évoque un personnage de BioShock, c'est loin d'être le seul indice. Mais avant d'aller plus loin, un mot sur ce livre. S'il est peu connu en France, c'est parce qu'il a fallu attendre 2011 pour en avoir la traduction officielle. Une première traduction incomplète avait été faite en 1958, mais restait introuvable. Aux États-Unis, c'est bien différent. Selon une étude de la Bibliothèque du Congrès américain menée en 1990, le livre arrivait en second sur la liste des livres les plus influents, juste après la Bible. C'est une ode au libéralisme et au laisser-faire économique, reniant plus ou moins le droit collectif pour préférer le droit personnel. On trouve des références à la grève dans la culture populaire américaine, de Mad Men à South Park, en passant par Beverly Hills ou Watchmen. D'ailleurs, dans le nom Andrew Ryan se cachent les lettres du nom Ayn Rand, et d'autres indices au cours du jeu font référence à la pensée objectiviste que Ryan a essayé d'imposer. On pense notamment à ces banderoles pourpres brodées d'or qui déclament les grands principes qui doivent régir Rapture. En cachant des indices sur cette œuvre, les auteurs ont clairement voulu critiquer la pensée objectiviste qui sous-tend le libéralisme américain, mais par le biais métaphorique d'une dystopie qui en aurait appliqué les principes sans limite. Et les auteurs ont eu la bonne idée de mixer cette utopie objectiviste avec l'imaginaire des communautés sectaires, afin de pouvoir interroger plein de thématiques connexes. À ce sujet, notre histoire regorge d'épisodes tragiques véritables, comme la secte du pasteur Jim Jones, qui va se terminer dans un suicide collectif de 900 adeptes, ou encore la secte du Temple solaire. Et quand Andrew Ryan va jusqu'à diffuser des phéromones à Arcadia pour rendre les chromosomes dociles, on est très proche de cet imaginaire sectaire. Mais l'histoire qui résonne le plus avec BioShock est sans doute celle de la République de Minerve. Outre le fait que l'un des DLC du jeu s'appelle l'Antre de Minerve, l'histoire de cette véritable micronation est troublante de similarités. En 1972, un promoteur immobilier millionnaire de Las Vegas décide de créer une île artificielle sur les récifs de Minerva.
il parvient à lever des millions pour créer, je cite, une société libertarienne, sans impôts, assistance, subventions ou n'importe quelle forme d'interventionnisme. Ainsi est créée la République de Minerva, qui ira jusqu'à émettre sa propre monnaie. Un certain Maurice Davis est élu président de la micronation, et 1 an après, le promoteur met fin à l'aventure. À l'heure où tous nos milliardaires rêvent de coloniser l'espace, on se rend compte que Rapture n'est finalement pas loin d'une certaine réalité. En évoquant le ravissement des élites, BioShock tacle également des organisations telles que la Scientologie, qui fonctionnent sur des mécanismes un peu similaires. Peut-être que l'idée de base de tout mouvement communautaire est bien intentionnée, du moins du côté des adeptes, mais on finit toujours par voir émerger un chef qui, inlassablement, abuse de son pouvoir au nom d'idéaux qu'il dévoie et dont il profite. Quasiment tous les grands vilains du jeu finissent par renier leurs dogmes, incapables d'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils exigent des autres. Et le jeu applique aussi ce raisonnement aux peuples opprimés qui à raison se soulèvent contre la dictature. La violence absurde et mortifère guette aussi ceux qui croient faire le bien. Rapture et Columbia sont 2 villes qu'on a pensées comme idylliques et qui se sont fourvoyées. Ce passage d'une utopie illusoire à une dystopie malsaine semble être l'un des motifs qui passionnent les auteurs de la saga. Les clins d'œil à des chefs-d'œuvre de la littérature dystopique sont disséminés dans la saga, comme par exemple 1984, avec la surveillance de Rapture et ses alarmes, ses robots vigiles, et surtout le terme des Little Sisters qui fait directement miroir au bien connu Big Brother. Même Fahrenheit 451 trouve son petit hommage dans un code de porte que vous devrez rentrer. BioShock entend ainsi s'inscrire dans la filiation de ses œuvres profondément critiques des travers et des dangers qui guettent notre société. Là où la saga aurait pu tomber dans une analyse politique pure et dure, et forcément un peu lourde, elle a eu au contraire la bonne idée d'ouvrir sa mythologie d'une surprenante façon, mettant dans une perspective quasi cosmique tous les éléments de la saga, et parvenant ainsi à les relier entre eux. Ce n'était pas chose évidente, car à première vue, les événements de Columbia n'ont l'air d'avoir aucun lien avec ceux de Rapture. Mais lors de ses recherches sur la lévitation quantique, Rosaline Lutèce va faire une découverte inattendue. Elle constate un jour que l'atome quantique qu'elle observe est lui-même observé par quelqu'un d'autre en même temps, mais dans une autre dimension. Elle se rend compte qu'il existe des sortes de portails. Et c'est par le biais de ces déchirures temporelles qu'Elisabeth est capable d'ouvrir que l'on va découvrir les liens avec Rapture. Lors de la scène finale, alors que l'oiseau mécanique de Columbia lui fonce dessus, Elisabeth ouvre une faille qui la transporte dans Rapture, et l'oiseau s'écrase contre une vitre qui les sépare, coulant dans les profondeurs. C'est alors que la saga nous entraîne dans une direction aussi vertigineuse qu'inattendue. On comprend que les phares, point d'entrée commun aux 2 villes mystères, existent par millions, et qu'en quelque sorte ce ne sont pas les étoiles qu'on voit dans le ciel, mais les lumières de ces bâtiments, qui luisent au milieu d'autant d'océans. C'est en découvrant cette multitude de possibles qu'on comprend pourquoi BioShock 3 s'appelle Infinite. Le phare en lui-même est doté d'une symbolique forte. Il est un guide dans la nuit, une boussole pour les navires égarés dans le grand océan. C'est la promesse d'une terre ou bien d'un secours. Ainsi, alors que nous marcherons au milieu de ces phares, qui sont autant de destins, Elisabeth nous explique que tout n'est qu'une question de constante et de variable. La constante, c'est qu'il y a toujours un homme, un phare, une ville. Les variables, ce sont les lignes du temps, le choix des protagonistes qui les parcourent, et les 1001 déclinaisons possibles de la folie et de la grandeur des hommes. La seule question que pose Elisabeth est de savoir quand le cycle de la violence pourra s'enrayer, quand il ne sera plus une constante. Alors que s'éloigne dans le lointain la silhouette de ces 2 villes, et malgré les horreurs qui s'y sont déroulées, il est impossible d'oublier ces voyages par-delà les phares de BioShock. La façon qu'a la saga de se conclure et d'ouvrir sur cette mythologie infinie et cosmique rappelle le fameux discours de Carl Sagan, le Pale Blue Dot. Car comme dans ce discours, la fin du jeu nous force à prendre un recul total sur le monde et ses tourments, en nous cueillant avec une forme de poésie, de celle qui fait appel au vertige de l'espace.